Du coup, la deuxième thématique dans ces dynamiques de groupe, c'est le climat motivationnel. Donc, c'est chercher à comprendre ce qui me motive, chercher à comprendre ce qui me permet de me fixer des objectifs qui vont être cohérents pour moi et en tout cas de comprendre pourquoi il y a des moments où j'ai des coups de mou et des moments où je sens que j'ai pas forcément envie de continuer à m'entraîner ou que j'ai envie de quitter une équipe. Essayer de comprendre, ce genre de principe, ça permet de gagner également en contrôle et de gagner en recul sur certaines situations où, en fait, on va pouvoir potentiellement mieux accepter qu'une situation est complexe, ou qu'on a un coup de mou parce qu'on sait que cette motivation qui se caractérise par ces forces-là, externes ou internes, qui vont, nous guider, qui vont nous pousser à agir, peuvent changer et peuvent être variables et sont dynamiques. Donc, il peut y avoir des moments où on se sent moins motivé que d'autres, mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'on n'a plus envie de poursuivre cet objectif, qu'on n'a plus envie de poursuivre ce but. Mais au contraire, ça veut dire qu'on est dans une situation où il va falloir potentiellement mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux contrôler et mieux performer dans le futur. Au niveau de, la motivation, on va avoir 2 grands, types de motivation. Donc la première, la motivation intrinsèque, qui est conduite par, l'intérêt et le plaisir que moi je vais avoir ou que vous allez avoir à, faire cette action, sans chercher à attendre, une récompense ou, chercher à attendre quoi que ce soit en dehors de ça. Cette, motivation intrinsèque, en fait, c'est la motivation à faire des choses par plaisir, faire des choses à, jouer au jeu parce que ce jeu-là, il m'amuse, faire jouer au jeu parce que, je vais volontairement et naturellement aller m'orienter vers ce jeu pour passer du bon temps, pour me ressourcer et pour, prendre du plaisir en tout cas. Des exemples de motivation intrinsèque, on en a pas mal du coup. Notre objectif, ça va être potentiellement de remettre de l'intrinsèque dans notre motivation dans la vie de tous les jours. Pour ce faire, c'est important et c'est intéressant de faire le point sur nos objectifs actuels, sur ce qu'on cherche à atteindre quand on joue à notre jeu, ce qu'on cherche à atteindre quand on s'entraîne, ce qu'on cherche à atteindre quand on vient en théorie avec nos coéquipiers et en ajoutant du coup un intérêt qui va être, intériorisé, un intérêt qui va être compris et défini pour nous. On va favoriser cette motivation intrinsèque, mais j'y reviendrai après. On va avoir du coup des manières de percevoir notre quotidien, une manière de percevoir notre entraînement qui vont nous permettre de gagner du contrôle aussi, sur cette motivation-là et de nous permettre de nous orienter vers une motivation qui va être plus orientée ou plus définie sur de l'intrinsèque. En parallèle de cette motivation intrinsèque, on va avoir la motivation extrinsèque qui du coup, elle n'est pas conduite pour le plaisir, elle est conduite parce qu'on va chercher quelque chose en échange de la pratique de cette activité. Donc c'est-à-dire que je suis motivé pour venir m'entraîner parce que, j'ai envie de progresser avec, mon équipe pour potentiellement me faire recruter plus tard dans une équipe. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de jouer à ce jeu parce que je me suis lancé dans cette carrière-là et que j'ai envie de réussir, à atteindre mes objectifs de performance dans ce jeu. Et donc, cette motivation, qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque, elles vont être définies par la théorie de l'autodétermination qui va découper, en fait, cette motivation extrinsèque et cette motivation intrinsèque en sous-catégories. Donc on va avoir la motivation, c'est le fait de décrocher complètement de son activité parce qu'on n'a aucune raison de continuer à la faire, donc c'est le fait de se désengager de l'activité, donc éviter de s'engager. On va avoir la régulation externe qui va, nous faire jouer, nous faire nous entraîner parce qu'on va, chercher à gagner quelque chose ou à éviter de perdre quelque chose quand on s'entraîne. On a la régulation introjectée qui, elle, va, être, elle est notée dans ce modèle-là par culpabilité, mais c'est qu'en fait, on a potentiellement mis tellement de choses dans l'activité et tellement d'heures d'entraînement qu'on va se dire: «Bah, ce serait trop bête de m'arrêter maintenant». Donc on va quand même continuer, heu, par une motivation interne, mais qui est, favorisée par des éléments externes, continuer à s'entraîner. Et du coup, sur la partie très intrinsèque, en fait, c'est un peu notre objectif final, le Graal, même s'il y a jamais de total noir et total blanc, parce qu'on va avoir des motivations extrinsèques qui vont, nous être mélangées avec des motivations intrinsèques. On n'a pas vraiment qu'un type de motivation quand on s'entraîne et donc, dans ce type de motivation, on a la régulation identifiée, donc on va venir s'entraîner parce que c'est utile pour nous pour atteindre notre objectif de performer et d'atteindre certaines choses. On va avoir la régulation intégré qui du coup va, être en cohérence avec ce qu'on aime faire, nos valeurs, notre culture, que ce soit, le fait d'aller, faire une marche le dimanche à la fin de la semaine, enfin le dimanche après-midi,
parce que c'est quelque chose qu'on a dans notre culture et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc on va pouvoir continuer à le faire par plaisir. Et donc on a, finalement la motivation autodéterminée. Donc dans cette situation-là, on est sur de la motivation intrinsèque où on va, s'entraîner, on va, jouer, on va, performer et être avec les autres par plaisir, d'apprendre ou parce qu'on a envie de maîtriser des nouvelles choses et de maîtriser de nouveaux concepts. Donc toutes ces étapes-là, toutes ces phases de la théorie de l'autodétermination, elle va nous permettre de, nous, quand on définit un objectif et nous, quand on travaille sur notre fixation d'objectif, sur la raison pour laquelle on s'entraîne, qu'on ait un coup de mou, qu'on soit justement dans un moment où on performe, elle va nous permettre de gagner en contexte et de gagner en compréhension de ce qu'on fait et de ce qu'on va, amener à apporter à l'entraînement et ce que ça va nous apporter également. Donc il y a un modèle qui a été développé par Harwood et Swain, qui s'appelle le modèle résistance par rapport à son acronyme, qui va nous permettre d'influencer le climat motivationnel pour qu'il soit orienté vers la maîtrise et donc qu'il soit orienté vers de la motivation intrinsèque finalement. Être dans ce climat motivationnel de maîtrise, ça va nous permettre de sentir qu'on est là pour apprendre des choses par plaisir, parce qu'on aime être là et qu'on se sent dans un environnement sécurisé. Donc il y a les différentes étapes. Le niveau auquel on joue, c'est-à-dire, on va jamais définir notre pratique par rapport au niveau auquel on est, ou le match qu'on va jouer par rapport au niveau auquel on est, ou l'entraînement qu'on va faire par rapport au niveau auquel on est. Il y a l'estime de soi, donc on va jamais, remettre en question notre capacité à faire des choses. Justement, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on sait faire et les choses qu'on aime faire. Il y a, le classement, donc la manière dont on est positionné dans le classement quand on va s'entraîner, quand on va jouer avec les autres ou quand on va être en compétition. On va jamais se, concentrer sur cette perception d'être à un meilleur niveau que l'autre ou à un niveau plus faible que l'autre. On va juste se concentrer sur l'adversaire qu'on va avoir en face de nous. L'importance, bah, c'est du coup le niveau d'attente qu'on va avoir par rapport à une compétition, à un entraînement. C'est, la capacité à justement se détacher de tout le travail qu'on a pu faire et toute l'importance qu'on va accorder, toutes les attentes qu'on va accorder à ce match ou à cet entraînement. Parce que, ça va nous permettre de nous décrocher et de nous concentrer sur ce qu'on a à maîtriser et ce qu'on a à faire pendant cette compétition. Le score, c'est qu'en fait, une défaite est une défaite et une victoire est une victoire. Peu importe, le score qu'on va avoir, l'important, c'est les choses qu'on va pouvoir faire pendant cette compétition, les choses qu'on va pouvoir faire pendant cet entraînement et les choses qu'on va développer. C'est un truc qu'on rencontre assez souvent, avec les équipes à l'entraînement, en T1 en tout cas, c'est quand on joue contre une équipe plus faible et qu'on va du coup décrocher ou être complètement détaché de notre, entraînement, quand on va commencer à mettre de l'avance, quand on va commencer à être vraiment loin en termes de score pendant l'entraînement. Ou à l'inverse, justement, quand on va commencer à prendre une veste, à l'entraînement, on va potentiellement se décrocher de cet entraînement-là et donc perdre en motivation. Au niveau de l'équipe, c'est le fait de donner de la valeur à son équipe et de faire son maximum pour, apporter un maximum à l'équipe et qu'on puisse travailler ensemble. Au niveau du public, bah, c'est encore un niveau d'attente externe qui va nous mettre potentiellement de la pression et qui va nous faire nous motiver, être motivés par le résultat et par la performance, alors qu'on cherche vraiment à maîtriser. C'est-à-dire que le public, il va être intéressé ou il va prendre du plaisir quand il va voir une équipe ou des joueurs qui vont donner leur maximum. Au niveau, de la justice, c'est par rapport à l'arbitrage ou par rapport aux erreurs de jeu. Quand on va avoir des choses externes ou des problématiques externes qui vont arriver dans l'entraînement, et ben, on va chercher à justement ne pas se focaliser là-dessus et que se refocaliser sur les choses qu'on a sous notre contrôle et en maîtrise. La comparaison, du coup, c'est de ne pas chercher à regarder ce que maîtrisent les autres quand on joue et plutôt se concentrer sur ce que nous, on maîtrise. Et l'approbation, du coup, c'est le fait de chercher à, être reconnu des autres et le fait de chercher à reconnaître les autres et les personnes qu'on a autour d'eux. Donc on a ce modèle-là, résistance, qui va être une sorte de rappel, une sorte de structure qu'on va pouvoir appliquer pour se rappeler qu'en fait, l'important, c'est de se concentrer sur ce qu'on maîtrise et le plaisir qu'on va prendre à jouer et que c'est ça qui va nous permettre de rester motivés, de continuer à performer, de continuer à progresser dans le jeu. Donc tout ça, c'est, un truc qui est assez simple à mettre en place quand on peut travailler avec un format de bloc-notes où on va pouvoir noter les différentes étapes ou avec justement des approbations des retours, des feedbacks de nos coéquipiers et de notre staff par rapport à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on aimerait entendre à l'entraînement. Au niveau du dialogue interne, c'est aussi un outil assez intéressant dont on parlera, à la fin de la présentation, qui lui, va, influencer cette motivation intrinsèque aussi parce qu'on va se focaliser sur ce qu'on fait bien et ce qu'on a envie de bien faire pendant l'entraînement.
Au niveau de la suivi de la motivation, on a plusieurs moyens de s'auto-évaluer grâce à des outils simples, que ce soit, des outils basés sur l'auto-efficacité, l'autodétermination, la motivation à l'efficacité ou le locus de contrôle. On va pouvoir se questionner soi-même grâce à des questionnaires en ligne sur notre, capacité à maîtriser, à contrôler notre environnement. Donc il y a plusieurs théories qui vont influencer cette motivation-là. Et là, on a des exemples, sur lesquels je vais passer assez rapidement, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 études de cas, enfin 2 cas qui sont assez spécifiques, mais qui vont se ressembler sur le terrain. C'est, sur la partie là où on a le joueur A et le joueur B. On est sur des études, sur des situations où le joueur a commencé à jouer au jeu parce que ça lui plaisait de jouer avec ses coéquipiers, que ça lui plaisait d'être avec ses potes et du coup de profiter du jeu. Ils ont réussi à atteindre le meilleur niveau de leur jeu en restant plus ou moins proche de ses amis, donc en étant dans cet environnement-là confortant et cet environnement où on prend du plaisir à jouer, donc motivé par, ce climat motivationnel basé sur la maîtrise et sur le plaisir. Et ils sont arrivés du coup au meilleur niveau, dans lequel on les a finalement sortis de cette équipe dans laquelle ils étaient efficaces et où ils avaient l'habitude de fonctionner de jouer. On les a sortis de cette équipe pour la mettre dans une des meilleures équipes pour performer. Du coup, il y a ce temps d'adaptation où on passe de cette capacité à prendre du plaisir à jouer au jeu, à une capacité à prendre du plaisir à performer uniquement et pas juste à prendre du plaisir à jouer au jeu. Et en plus, on va sortir de nos habitudes, on va sortir de notre cadre habituel de fonctionnement. On va être avec nos amis, des personnes qu'on connaît, des personnes avec lesquelles on est habitué à jouer. Donc ça, c'est un premier point autour du locus de contrôle. Autour de l'efficacité, ça va être, justement continuer à travailler avec le joueur ou continuer à travailler avec soi-même sur ce qu'on va pouvoir mettre en place pour, reprendre du plaisir ou se refocaliser sur un objectif qui va être plaisant pour nous et qui va nous permettre d'être performants. Et donc là, on voit qu'on va définir des objectifs, grâce à des étapes de fixation d'objectifs qui sont, heu, notre, notre objectif, la raison pour laquelle on va atteindre cet objectif-là, l'endroit où on est actuellement par rapport à cet objectif-là, la première étape qu'on va pouvoir mettre en place sur le terrain très rapidement, dans notre entraînement pour commencer à travailler sur cet objectif-là et la manière dont on va le faire. Donc la manière dont on va mesurer notre manière d'évoluer dans le jeu, notre manière de progresser, au fur et à mesure qu'on va travailler sur ces appuis, sur ces outils-là. Donc on a possiblement la capacité de comprendre qu'en fait, on regarde en arrière comment on s'entraînait avant et on va voir que, il y a des stratégies qu'on a mis en place qui nous ont fait qui nous faisaient plaisir, qui nous motivaient à ce moment-là et qui nous ont fait être performants à un instant T et donc on peut potentiellement les réinvestir grâce à du renforcement positif dans le futur pour être performant à nouveau. Du coup, pour faire le point, donc je vous ai montré, il y a d'autres théories qui passent par la suite, mais j'ai pas envie de prendre trop de temps et j'ai envie de parler des thématiques suivantes parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on y est. Au niveau du climat motivationnel, donc l'intérêt, c'est qu'on puisse, contrôler, notre type de motivation en se fixant des objectifs qui vont être axés sur le plaisir qu'on va prendre à jouer au jeu et du coup comprendre comment on peut, influencer ce climat en encourageant potentiellement nos coéquipiers, en encourageant potentiellement notre équipe aussi à aller dans ce sens-là et à se créer du coup des raisons de jouer qui sont plaisantes et des raisons de jouer qui sont, intéressantes. Pour donner un exemple, la situation ou la période de temps pendant laquelle on a été le plus orienté sur un climat, de maîtrise, un climat motivationnel de maîtrise comme ça, c'est avec, une équipe quand on était à 4 de chance de se qualifier à un major. On a commencé à retravailler sur ce qui nous faisait plaisir et les raisons pour lesquelles on avait commencé à jouer ensemble, la raison pour laquelle on joue au jeu et en fait, en mettant en place petit à petit des nouveaux leviers à aller, enclencher des nouveaux objectifs à aller atteindre, on va voir que la motivation, elle va être plus dans le fait de donner son maximum, dans le fait de faire de son mieux pour être sûr de ne pas avoir de regrets et pour continuer à développer des compétences même pendant cette situation où c'est complexe. Même chose, la pause numéro 2, je vous laisse noter, si vous avez des questions pendant ce moment par rapport à ce que je vous ai présenté et puis je serai, ravi d'y répondre plus tard, quand on aura le replay. Donc du coup, au niveau des dynamiques de groupe, là, l'important, donc je vous passe rapidement les diapos, je vous laisserai mettre pause, si vous avez envie de lire ces définitions-là et de comprendre comment elles fonctionnent. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, pour ma propre pratique en tant que joueur dans une structure, dans une équipe, c'est de comprendre que la cohésion, elle est multidimensionnelle. Donc il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va créer un groupe, qu'on va être, lié à ce groupe-là et qu'on va chercher à atteindre des objectifs ensemble. Elle est instrumentale, justement parce qu'on va chercher à atteindre quelque chose ensemble. Quand on est réunis dans une équipe, on va chercher à performer, on va chercher à maîtriser des choses, on va chercher à gagner en compétences. Elle est dynamique, parce qu'une équipe qui fonctionne à un moment donné, elle va potentiellement être,
une équipe qui va être hyper liée, hyper, efficace à un moment donné, elle va potentiellement être moins efficace la semaine suivante et ça, c'est lié à ces aspects multidimensionnels et à ces buts, à ces objectifs qui vont faire qu'on se retrouve dans des situations où, bah, la motivation et les liens entre les personnes, elle va changer de manière très rapide. Donc, j'ai mis l'exemple de la lune de miel parce que c'est un truc qu'on connaît bien en e-sport, c'est quand on a une nouvelle équipe, un nouveau roster, on va performer pendant le 1 semaine, 2e semaine, pendant le premier split à la limite. Mais ensuite, il va potentiellement y avoir besoin de retravailler sur ces objectifs et la raison pour laquelle on est ensemble, heu, pour continuer à performer et pour continuer à avoir, cette amélioration des performances sur le long terme. D'un point de vue social, quand on est dans un groupe, forcément, on va partager des moments, on va partager des expériences, ça va faire qu'on est amené à créer du lien avec des personnes. Et donc tous ces aspects-là, ils vont toucher à la cohésion. Et donc, selon le modèle de Caron qui a été développé au niveau de la cohésion, il va y avoir 4 aspects qui vont influencer la cohésion et qui vont potentiellement, permettre de l'améliorer ou de l'optimiser, en tout cas, cette cohésion entre les membres du groupe, quand on va chercher à créer des activités. Donc ces dimensions, c'est l'attraction individuelle opératoire, donc c'est l'intérêt à être efficace au sein du groupe. L'attraction individuelle sociale, c'est l'intérêt à faire partie du groupe pour les interactions qu'on va avoir avec eux, l'image qu'on va avoir d'eux. L'intégration opératoire, ça va être l'efficacité qui est perçue par le groupe au sein du groupe et l'intégration sociale, du coup, c'est la qualité des interactions, et les similitudes, les expériences qu'on va partager avec ses coéquipiers dans le groupe. Comment on peut travailler là-dessus? On va chercher du coup à créer des situations qui vont aller interagir avec toutes ces dimensions-là. Et du coup, je vous ai mis ce tableau-là parce que c'est un bon moyen de, prendre une situation. Par exemple, je prends, un exemple simple, c'est, on va créer une chaîne Twitch d'équipe, heu et du coup, on va remplir les quatre blocs qui sont présents là sur ce tableau-là. Donc la dimension opératoire, heu, les interactions individuelles opératoires. Les attractions individuelles opératoires, ça va nous permettre de donner un rôle à chacun au sein du groupe. Les attractions individuelles sociales, c'est que ça va nous permettre d'identifier, les relations qu'on va pouvoir avoir au sein du groupe pour être performant. L'intégration opératoire, ça va être du coup ma capacité à me sentir comme un engrenage en fait dans cette équipe qui va nous permettre de fonctionner ensemble et d'être performant. Et l'intégration sociale, du coup, c'est les expériences que je vais partager, les expériences que je vais créer en créant du contenu sur cette chaîne Twitch, en créant du contenu sur ces vidéos ou ces sessions qu'on va créer ensemble. Et comme ça va nous permettre en fait de, créer du lien, créer des situations qui vont, permettre d'avoir de l'expérience en équipe. Ça, il y a des exemples super intéressants dans l'e-sport actuel avec les T1, parce qu'il y a une dimension qui me paraît primordiale, dans la création d'un groupe, c'est la capacité à créer des expériences et des émotions quand on a des personnes de cultures différentes ou des personnes même de milieux socioculturels différents, partout dans la France ou à l'étranger. On va avoir du coup chacun une vision ou chacun une manière d'interagir avec notre environnement et donc ce qui permet de créer des expériences, permet de créer des liens, permet de fixer, de faire de l'ancrage émotionnel. Du coup, je spoil un peu la manière dont on va fonctionner, mais ça va être de créer des situations ou de créer des activités qui vont être émotionnellement, intenses. Par exemple, Vita, quand ils sont partis avec leur roster CS, faire un bootcamp, je sais plus où c'était, mais je crois que c'était dans les Alpes ou un truc comme ça, où ils ont dû faire de la coordination, des voyages, des déplacements dans la neige, de chalet en chalet, dans des gîtes de montagne et tout ça. Ça permet de mettre les joueurs, en fait, dans un environnement qui est, instable, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et donc de créer ces émotions-là qui vont les souder, qui vont les rendre solidaires et qui vont leur permettre de partager des choses ensemble et de créer des expériences communes. Quand on est en distanciel, forcément, c'est plus difficile, donc je vous laisse, pendant que j'explique ça, noter les questions que vous avez pu avoir sur cette partie-là. Quand on est en distanciel, forcément, c'est plus difficile, de créer des bootcamps quand on n'a pas les moyens de créer des bootcamps. Un truc qu'on met en place et qui peut être intéressant, c'est de mettre des, activités annexes, qui peuvent être simplement d'avoir des soirées jeux ou des soirées où on va regarder un film ensemble, même en distanciel, ou des soirées où on va regarder des documentaires, des choses comme ça. Et pendant ces activités ou ces jeux, on va pouvoir avoir un classement des personnes qui gagnent les activités ou des personnes qui, heu, ont été les plus attentives, ont été les plus, peu importe la chose qu'on va valoriser pendant ces entraînements, pendant ces sessions-là. Et à la fin du mois, on peut avoir du coup une personne qui va être au top classement et les autres personnes qui vont potentiellement, on va pouvoir lui acheter soit un petit cadeau commun, soit lui faire livrer un petit cadeau commun à la maison, soit, quand on sait qu'on va avoir un bootcamp à un moment,
bah, savoir que, tout le monde va payer la part du restaurant ou la part du payer un verre, de un verre au bar à la personne qui, aura remporté ces petites sessions. Ça permet du coup de mettre un enjeu, du coup, qui va augmenter cette intensité émotionnelle, même si c'est pas au même niveau quand on met quelqu'un quand on lâche quelqu'un en pleine nature. Mais du coup, d'essayer de créer des choses qui vont être stimulantes émotionnellement comme celle-ci. Ça permet de créer, de souder le groupe autour d'expériences communes. Hem, on a fait un peu le tour là, sur cette cohésion de groupe. C'est un gros bloc, c'est hyper important d'être capable de comprendre cette cohésion et de voir comment on peut avoir des actions dessus. Comme je parle tout seul, j'ai pas forcément de feedback et de choses sur lesquelles je peux réagir, mais je serais vraiment content d'avoir des questions ou des retours par rapport à ça parce que c'est un peu ça qui fait évoluer la méthode et qui permet d'avoir à chaque fois des nouvelles activités ou des nouvelles réflexions autour d'activités qu'on peut mettre en place. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous référer à Mental in Game si vous voulez avoir, un accompagnement d'un préparateur mental ou un suivi. Ça permettra d'avoir justement des premières pistes de travail sur ces outils que je vous ai présentés. Et donc voilà, merci pour votre écoute et merci pour tout et puis à bientôt.